Bonjour à tous, nous nous apprêtons à traiter de statistiques à deux variables dans cette série de vidéos et dans un premier temps je vous propose une introduction à ce chapitre où on va voir les différents objectifs du chapitre en question. Il s'agit de croiser deux variables, donc de faire une étude sur un certain échantillon d'une population et sur chaque individu on va prendre deux informations, d'où le concept de deux variables. À partir d'une étude, donc deux caractères sont étudiés et je vais prendre un exemple tout de suite pour illustrer ça et en particulier faire une illustration graphique. Par exemple, la dépense d'une entreprise en publicité et la recette, donc le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise dans, on va dire, les 3 mois qui ont suivi. On imagine qu'il peut y avoir une relation de cause à effet, et en tout cas un lien numérique, même s'il est plus complexe que ça, entre la dépense en publicité et le chiffre d'affaires de l'entreprise, évidemment qui a suivi dans le temps. Donc pour cela, on considère qu'on a obtenu un certain nombre de résultats. Pour chaque entreprise, on a mesuré la dépense en publicité, la recette, et évidemment, chaque entreprise sur un graphique va se retrouver représentée par un point, avec une abscisse qui est la dépense, une ordonnée qui est la recette. Donc ce point rouge qui est apparu représente une entreprise. Une autre entreprise aura effectué une autre dépense en publicité, aura eu un autre chiffre d'affaires, et on va dire que pour que l'étude soit cohérente, on en prend un groupe d'entreprises dans le même secteur d'activité, avec des entreprises qui ne sont pas forcément exactement de même taille, mais enfin qui ont des comportements à peu près similaires. Et on a comme ça, entreprise après entreprise, des données qui vont se répartir graphiquement pour former ce qu'on va appeler un nuage de points. Donc ici nous avons 14 entreprises, et ce nuage de points, il semble bien qu'il n'est pas réparti complètement au hasard. Au contraire, même, on dirait qu'il tend à suivre une certaine courbe, donc on voit une certaine tendance se dégager. Globalement, plus la dépense en publicité est élevée et plus la recette a tendance à devenir élevée. Maintenant, ce n'est qu'une tendance, parce que si on suit le graphique point par point, par exemple de la gauche vers la droite, on s'aperçoit qu'on effectue quand même un certain nombre de zigzags, et ce n'est pas parce qu'une entreprise a une dépense en publicité plus forte qu'elle aura forcément une recette plus forte que sa concurrente. Bon, en tout cas, il y a des objectifs justement dans tout ça. Et le premier objectif pourrait être de savoir décider si les deux variables sont liées. Alors évidemment, pour une relation de cause à effet, il faudrait étudier quelque chose qui est hors du cadre des mathématiques, mais au moins, est-ce que numériquement, il y a une relation entre x et y? On n'est pas sur la courbe d'une fonction, on n'a pas quelque chose de complètement continu, on a un nuage de points, et on va appeler ça en statistique une corrélation. Est-ce que les données x, y sont corrélées? Donc cette fameuse tendance. Évidemment, si le nuage de points représentait à une tâche circulaire où les points sont répartis plus ou moins au hasard, on pourrait penser que visuellement, il n'y a pas de corrélation entre les variables. Mais souvent, quand on choisit un couple de variables à étudier sur un échantillon, c'est qu'on pense qu'il va y avoir une relation entre les deux, et effectivement, une fois graphiquement représenté, on s'aperçoit que il y a une espèce de tendance, il y a un nuage qui se dessine, qui est plus ou moins allongé, qui suit une droite ou une courbe. Donc la notion de corrélation, et dans la première partie du chapitre, on va traiter de ce qu'on appelle le test d'indépendance du qui 2, qui est un test qui existe, qui nous permet de décider si on peut rejeter raisonnablement l'indépendance entre deux variables, et donc affirmer la dépendance. Le deuxième objectif, ça va être de modéliser la relation, à supposer qu'on considère qu'elle existe. Cette modélisation, elle va s'appeler ajustement ou régression. C'est-à-dire trouver une droite ou une courbe qui reflète entre guillemets au mieux, encore entre guillemets, la forme que prend le nuage de points. Et ici, on peut penser qu'on aurait affaire à une courbe qui est à peu près inclinée de cette façon, qui passe dans l'axe, encore une fois entre guillemets, du nuage, et ainsi de suite. Donc on fait un ajustement du nuage de points sur cette courbe, ou une régression. Alors pourquoi une régression? Quand on régresse, c'est qu'on perd quelque chose. Ben ici, si on remplace le nuage de points par la courbe, on perd de l'information sur la position précise des points. Donc on régresse, on fait une régression. Modéliser cette relation, c'est très bien, ça nous fait tracer une très jolie courbe bleue sur le graphique, mais ça sert à quoi? Il faut bien qu'il y ait un objectif derrière tout ça, et bien c'est en fait que ça va nous permettre de faire des prédictions, plus ou moins précises, mais au moins des prédictions, sur de nouvelles entreprises.
ou sur de nouveaux choix d'une entreprise en question. Donc si par exemple une entreprise souhaite dépenser 8 000 € en publicité, abscisse 8, je monte sur la courbe et l'ordonnée calculable y grâce à l'expression de la fonction, elle va me permettre de faire une première estimation du chiffre d'affaires auquel je peux m'attendre. Voilà, tout ça en concordance avec le groupe d'entreprises déjà étudié. Alors on peut faire une estimation dans des valeurs de x qui sont déjà présentes au sein du nuage, ou alors extrapoler, entre guillemets, en allant plus loin, en disant bah, maintenant si je veux dépenser 12 000 €, à combien je peux estimer la recette. Donc faire de l'estimation en allant dans un premier temps sur la courbe pour calculer une valeur de y ou pour lire graphiquement une valeur de y, et puis dans un deuxième temps, en tenant compte de l'épaisseur que le nuage a montrée autour de la courbe, pour la reporter à la verticale de la valeur 12 et créer un intervalle de confiance, et donc faire une prévision par une fourchette de valeur de y dans laquelle la vraie valeur de y, la future valeur, a de bonnes chances de se trouver. Donc la notion d'intervalle de confiance. Voilà, donc on a ces trois objectifs en particulier. Pour le fait que les variables soient liées, donc on verra le test d'indépendance du Qui2. Pour la modélisation, on verra l'ajustement linéaire, bien entendu, avec Mayer et la droite des moindres carrés. On ira voir, on ouvrira une petite fenêtre, on va dire, sur la modélisation par une courbe, donc l'ajustement curvilinéaire. Et puis, en termes d'estimation, on ira calculer tous azimuts des intervalles de confiance par ce qu'on appelle la méthode des rapports. Alors voilà pour les objectifs. Maintenant, quelle est la forme des données brutes, on va dire, en guillemets, qui vont nous arriver dans un énoncé, par exemple? Eh bien, il y a deux façons de donner des séries à deux variables. Il y a les séries qu'on appelle listes, où les valeurs de x et les valeurs de y vont se retrouver en parallèle. Je prends l'exemple ici de 5 parcelles agricoles sur lesquelles on a épandu 5 quantités d'engrais différents, et on voit en y la production recueillie. On se doute que si la quantité d'engrais augmente, la production augmente, ce qui est vrai au moins dans une certaine fourchette de valeur de x. Et donc on peut modéliser ça sur un graphique, on peut aussi faire des calculs pour voir s'il y a vraiment une corrélation ou s'il y a de bonnes chances qu'il y en ait une, et ainsi de suite. Alors bien sûr, quand je parle de corrélation entre deux variables, ça n'est pas une relation exclusive. Si vraiment il y a une relation de cause à effet, peut-être que la variable y, qui est dite variable expliquée, peut s'expliquer par plus de facteurs que la seule variable x. Et effectivement, quand je parle de production, par exemple, il n'y a pas que la quantité d'engrais qui joue, il y a la qualité du sol, le climat, voilà, peut-être même l'essence qu'on est en train de planter, bon, et ainsi de suite. Bon, voilà pour les séries listes, et un cas particulier quand même, c'est ce qu'on appelle la série chronologique. La série chronologique dans laquelle on note l'évolution d'une valeur dans le temps. À ce moment-là, le temps, ici dans cet exemple exprimé en années, devient lui-même une variable. Et donc on peut traiter ce genre de tableau comme un tableau de statistiques à deux variables et faire des régressions linéaires par exemple, ou pas linéaires, des intervalles de confiance, des prédictions donc, et ainsi de suite. Donc nous avons ici des séries listes où les données sont en parallèle. Dans le premier tableau, chaque ligne représente un individu avec son couple de valeurs xy. Dans le deuxième tableau, chaque colonne représente un individu. Mais il existe aussi des cas de figure dans lesquels le nombre d'individus étudiés est beaucoup plus important. Donc les valeurs de x obtenues et les valeurs de y sont beaucoup plus nombreuses. Et donc on aura plutôt tendance à les ranger dans des intervalles, donc à créer des classes, exactement comme en statistique à une variable. Et à ce moment-là, au croisement de deux classes, il peut y avoir plusieurs individus. Et donc là, on va être obligé de former ce qu'on appelle des tableaux de contingence, donc des tableaux croisés. Alors ici, je n'ai pas mis les classes d'âge ou les classes d'acuité, il s'agit ici de l'acuité visuelle, mais j'ai mis les centres des classes. 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et puis 3 dixièmes, 6 dixièmes, 9 dixièmes. Au croisement d'une classe d'âge et d'une classe d'acuité visuelle se trouve un certain nombre d'individus étudiés, pour un total ici de 200 si je me souviens bien. Donc on est obligé, lorsqu'on fait un tableau croisé, de mettre des effectifs dans le tableau. Et donc bien sûr, on n'a plus du tout la même forme de tableau. Ce qui pourrait correspondre dans le tableau de gauche, ça serait l'ajout d'une troisième colonne.
dans laquelle je mets un effectif égal à 1 partout, dans chaque ligne. 1, 1, 1, 1, 1. Ce qui donc n'est pas utile. Et ce qui par contre va devenir indispensable dans un tableau croisé où justement je fais un croisement parce qu'il peut y avoir plusieurs individus dans chaque catégorie de couple XY. Voilà, donc on a affaire à ces deux choses-là, et qu'est-ce que ça donne graphiquement? Ben, on a vu pour les séries listes qu'on obtenait ce qu'on appelle un nuage de points. Alors un nuage de points où chaque point représente un individu, ce qui ne sera pas le cas justement pour les séries en tableau de contingence. Donc j'ai l'année et puis la dépense, et bien très bien, je représente l'année sur l'axe des abscisses, la dépense sur l'axe des ordonnées, et chaque point représente un individu étudié ou une mesure effectuée. Donc j'ai un ensemble de points et donc j'ai un nuage de points. Lors du traitement d'un tableau de contingence, on va avoir un nuage de points rectangulaire, parce qu'on est en train de croiser 4 valeurs de x avec 3 valeurs de y. Donc on a 12 points à l'arrivée, chacun correspondant à un croisement XY, mais comme les points ne représentent pas le même nombre d'individus, on aura tendance à représenter des objets, en fait, à la place des points, dont la taille va être proportionnelle, ou dont l'aire va être proportionnelle à l'effectif correspondant. Et donc ça va donner plutôt ce genre de choses. Donc c'est tout à fait faisable, on le demande assez peu parce que faire ça manuellement c'est plutôt fastidieux, d'aller calculer le diamètre du cercle et puis de prendre son compas pour tracer le cercle, bon, on demande plutôt à un ordinateur de faire ça. Mais voilà ce que ça donnerait, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de voir une tendance, même dans un nuage de points rectangulaire, puisqu'il suffit de suivre, entre guillemets, les ronds les plus gros, pour savoir quelle est la tendance globale. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui ont une acuité autour de 9 dixièmes sont plus nombreux à être jeunes. Par contre, pour ceux qui ont une acuité autour de 3 dixièmes, ils sont plus nombreux à être plus âgés. Voilà, et on pourrait faire une lecture verticale également pour parler de la même chose. Donc on voit quand même cette tendance qui reflète exactement la tendance qui avait été donnée dès le départ par la distribution des effectifs dans le tableau. Donc on peut très bien faire des calculs de régression linéaire à partir de ça, un intervalle de confiance, et ainsi de suite. Simplement, les données ne vont pas être rentrées de la même façon dans une calculatrice si on a un tableau de contingence et si on a une série liste. Voilà pour cette introduction sur ce chapitre de statistiques à deux variables. J'espère que vous êtes prêts à vous retrousser les manches pour la suite du chapitre, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.